céder la parole à Dominique Hardy qui va présider les séances de ce matin, de cet après-midi. Dominique, donc, qui est co-chercheur sur le projet de recherche et donc qui va avoir la tâche féconde et ingrate là, de tenir le fil de la journée. Dominique, donc, est professeur au département d'histoire de l'art, où il enseigne l'histoire de l'art. Il s'intéresse à l'historiographie de l'art du Québec, du Canada, avant 1900. Il enseigne depuis 2008 au département d'histoire de l'UQAM. Son intérêt pour les ouvrages de synthèse en histoire de l'art l'a amené à fonder l'équipe de recherche en histoire de l'art au Québec en 2012, dont les travaux ont mené à la mise sur pied de ce fameux laboratoire numérique des études en histoire de l'art dont nous bénéficions beaucoup pour notre travail sur l'étude des ateliers. Il est très impliqué dans ce projet de recherche et je suis très heureux qu'il ait accepté cette tâche ingrate. Alors, merci Dominique et bonne suite de séance. Alors, notre premier intervenant, Richard Foisy, est chercheur indépendant et directeur du Centre de recherche sur l'atelier de l'Arche et son époque, l'époque de l'Arche étant de 1900 à 1925. Il a publié le volume L'Arche, un atelier d'artistes dans le Vieux-Montréal et prépare actuellement un ouvrage sur les peintres de la Montée Saint-Michel. Monsieur Foisy, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je vais vous parler de l'atelier de l'Arche, un atelier multidisciplinaire du Vieux-Montréal, actif de 1904 à 1929, et qui était situé au dernier étage de l'actuel 26-28 rue Notre-Dame-Est, en face du palais de justice. Alors c'était ici où sont les lucarnes, voilà. Les meubles existent toujours. En 1904, le peintre Émile Vézina transforme ce grenier en atelier en y faisant percer un puits de lumière pour obtenir l'éclairage adéquat. Alors qu'on voit bien ici l'éclairage qui vient du puits de lumière. Le lieu couvrait toute la superficie de l'immeuble en largeur et en longueur. Le meuble principal était un grand chevalet sur roulette et le centre d'attraction, le plateau de pose qu'on voit ici et qui servait de lit la nuit à Émile Vézina. Pendant les 9 premières années d'existence de cet atelier, où Émile Vézina est le principal locataire, il accueille ses voisins et les artistes qui occupent les autres étages de l'immeuble. Edmond-Joseph Massicotte, qui logeait juste au-dessous et qui débutait la réalisation de sa série « Les Canadiens d'autrefois », puis le poète Albert Ferland, voisin de palier d'Edmond Massicotte, et qui illustrait lui-même ses propres recueils. Dans le même immeuble, il accueille aussi l'aquarelliste et imprimeur Louis-Adolphe Morissette, fondateur de la publication artistique et qui sera en 1918 l'imprimeur d'Unigogue. Quand il s'absente, Vézina laisse volontiers la place à d'autres artistes, dont Onésime Aimé Léger, son ami personnel, Marc-Aurèle Fortin, le peintre américain Paul Cobson et Jobson Paradis, par exemple. Vézina est peintre, bien sûr, mais il est aussi le caricaturiste attitré du Nationaliste de l'Ivar Asselin. C'est aussi un passionné de musique, surtout d'opéra. Il est également poète et très bon poète, et il s'exerce à la critique d'art et à la critique littéraire. Il est aussi auteur dramatique, car il a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont l'une, Le Sorcier, est consacrée à Shakespeare, et il en a dessiné lui-même les décors. On dirait que dès le départ, le destin aux visages multiples qui marquera cet atelier se trouve résumé, concentré, annoncé dans la personne de son premier occupant. À cette époque, l'atelier ne portait pas de nom. C'est en 1913, alors que s'y installe un groupe d'étudiants de l'Université Laval de la rue Saint-Denis, que le lieu prend le nom de l'Arche, donné par l'un des étudiants, Roger Maillet, cette arche qui flotte au-dessus de ceux qu'ils appelaient dédaigneusement les Philistins. De plus, l'attribut des casoars est le nom que se donne ce groupe d'étudiants, qui sont au nombre de 11, voulant éviter le chiffre 12, sans doute. Durant la période où cette tribu nouveau genre occupe l'Arche,
soit de 1913 à 1918, son caractère collectif et multidisciplinaire s'accentue. La tribu des Casoars compte 2 dessinateurs. Philippe Laferrière, ancien étudiant de l'Académie Julian à Paris et maintenant étudiant aux Arts décoratifs de Montréal, et Isaïe Nantais, qui ont contribué à illustrer les divers périodiques des étudiants de l'Université Laval. Ici, nous avons l'escolier avec le bandeau dessiné par Philippe Laferrière en 1915. D'autre part, le casoar Roger Maillet, durant son année d'études au Collège Stanislas de Paris, avait été témoin de l'un des pires scandales autour du cubisme lors du Salon d'automne 1912. Et à son retour à Montréal en 1913, il avait trouvé tout naturel de s'adonner sous les combles de l'Arche à ce style de peinture. Voici une des peintures cubistes de Roger Maillet, qui date de 1916. Côté musique, à l'automne 1914, quand le pianiste Léopold Morin rentre au pays, à cause du déclenchement de la guerre en Europe, Roger Maillet fait monter à l'Arche un piano pour que son ami puisse se faire entendre. Et Maillet sera si impressionné par l'exécution de la cathédrale engloutie de Debussy, symbole de la guerre en cours, qu'il immortalisera ce moment dans une gravure sur linoléum. Alors voici la gravure réalisée par Roger Maillet et représentant Léopold Morin. Morin et son confrère, le violoniste Émile Taranto, participeront au gala artistique de l'Arche, ainsi que le baryton Placide Morancy, frère d'Odilon Morancy, fondateur de la galerie Morancy Frères, qui lui aussi fréquentait les soirées de l'Arche. Sous les toits de cet atelier, on chante beaucoup, surtout les refrains d'Yvette Guilbert et d'Aristide Bruant, rapportés de Paris par Roger Maillet et Philippe Laferrière. Quant au théâtre, on sait que divers comédiens et diverses troupes profitaient du lieu pour y faire des répétitions. Alors ici, nous avons Paul Coutelet, le comédien et auteur humoriste, avec sa troupe de comédiens autour de lui. Ici, le peintre américain Paul Cobson. Et ici, quelqu'un qu'on connaît très bien, Marc-Aurèle Fortin, en 1910, au retour de ses études à Chicago. Alors, une photographie prise sous les combles de l'Arche. Et même les Casoars ont répété à l'Arche une comédie d'Eugène Labiche, La chasse au corbeau, qu'ils ont donnée au Monument national en février 1917. Les Casoars sont des littérateurs, et grâce aux périodiques qu'ils ont fondés, Le Réveil, L'Étudiant, L'Escolier et La Bataille, ce dernier très bien nommé, où ils ont publié poèmes et prose de tout acabit, ils ont suscité un véritable mouvement littéraire, les poètes du quartier latin, car ils ont été les premiers à dresser un plan détaillé de ce quartier où nous sommes, autour de l'université, et à lui donner officiellement son nom de quartier latin. Alors vous avez ici les 30 le quadrilatère qui va jusqu'à la rue Chérier, qui part de la rue Notre-Dame, s'arrête au boulevard Saint-Laurent et à la rue Amherst à droite. Alors, les 39 lieux ici nommés ont tous été identifiés par le centre de recherche dont je m'occupe. Après le départ de la tribu des Casoars en 1918, parce que la plupart se sont engagés volontaires à la guerre, alors l'atelier a fini par fermer, l'Arche connaît une période de flottement, c'est le cas de le dire. On sait que Vézina, pour au moins une année, récupère son atelier, après quoi vient Serge Lefebvre, qui poursuivait sa formation alors au Conseil des arts et manufactures, au Monument national, où il a fait la connaissance du peintre Ernest Aubin, que voici ici en jeune romantique. Et avec Ernest Aubin, donc, nous passons à la troisième et dernière époque de l'Arche. Ernest Aubin loue l'atelier en 1922. Pour lui et pour son confrère Élisée Martel, et aussi pour 2 autres peintres de leurs amis qui les y rejoignent souvent, Joseph Jutras et Joseph Octave Proulx, ce dernier d'origine américaine. Il faut savoir qu'en 1911, Ernest Aubin a fondé un groupe informel composé de 8 membres, les peintres de la Montée Saint-Michel, aujourd'hui le boulevard Saint-Michel,
et qui était le chemin qu'ils empruntaient souvent pour se rendre au domaine Saint-Sulpice, au nord de Montréal, qui était leur lieu de prédilection. Alors ici, on voit Narcisse Poirier, Joseph Jutras et Ernest Aubin au domaine Saint-Sulpice en train de travailler sur le motif. Les peintres de la Montée Saint-Michel sont des artistes versatiles. Jutras publie régulièrement dans les journaux et revues des lettres ouvertes et des textes d'opinion sur la peinture et réussit à y faire reproduire dessins et tableaux. Durant quelques années, il a sa propre publication, le feuillet Toiletta, principalement dédié aux dames, puisque Jutras est à la tête d'une parfumerie prospère. Voici une affiche d'un de ses parfums, affiche dessinée par Edmond-Joseph Massicotte, de très grande qualité. Jean-Onésime Legault, en plus du dessin, de la peinture, de l'illustration et de la publicité, est un photographe averti, adepte du pictorialisme. Il développe et travaille lui-même ses clichés qu'il signe en tant qu'œuvre à part entière. Alors ici, on a le pâtre qui a été réalisé à partir de plusieurs négatifs, plusieurs clichés, et à l'aide de dessins aussi, et que Legault a titré et signé. Onésime Aimé-Léger, grand ami de Legault, est un illustrateur reconnu, et pendant plusieurs années, il signe la page en couleur de La Patrie et de La Presse. Alors ici, on en a une, elle est en noir et blanc, malheureusement, mais en couleur, c'était vraiment très beau, très impressionnant. Alors, il en a fait pendant à peu près 10 ans, ça, ces pages en couleur. Et Onésime Aimé-Léger aussi peint des affiches pour le cinéma. Joseph Octave Proulx, outre sa pratique du pointillisme, se spécialise dans la peinture d'enseigne commerciale qui, à l'époque, s'étudiait et était une véritable discipline artistique. Peintre, dessinateur, illustrateur, sculpteur, graveur, Ernest Aubin, comme sa sœur, joue du piano et aime à lire à voix haute à ses confrères de la Montée des vers de son poète préféré, Victor Hugo. L'Arche est soit leur lieu de réunion avant le départ du dimanche pour une excursion de peinture, soit leur refuge lorsque le mauvais temps ne leur permet pas de peindre à l'extérieur. Ils s'installent alors dans l'atelier avec de préférence un modèle. Si Ernest Aubin dessinait à l'Arche des modèles masculins, comme on en voit un ici, il préférait de beaucoup les modèles féminins, et ce sont les allées et venues de ces modèles féminins qui ont fini par susciter les ragots du voisinage, et le nouveau propriétaire de l'immeuble, la librairie Beauchemin, ne voulant pas avoir de ce genre de problème, décide en 1929 de ne pas renouveler le bail. Alors voilà, rapidement esquissé, quelques-unes des multiples activités qui se sont déroulées dans cette arche de la rue Notre-Dame durant un quart de siècle. Merci beaucoup. J'accueille maintenant celui qui nous a accueillis, Laurier Lacroix, donc le penseur de cet événement et de tout ce formidable projet qu'on est très, très, très content d'accueillir à ce laboratoire. Professeur émérite de l'UQAM, ses intérêts de recherche portent principalement sur l'historiographie de l'histoire de l'art et sur les collections publiques et l'art au Québec et au Canada avant 1940. Rebonjour. En juillet, donc c'est le deuxième ce matin, donc première séance, 4 présentations sur les ateliers communautaires à Montréal au 20e siècle. En juillet 1917, le sculpteur Alfred Laliberté, qui termine la commande pour le monument à Louis Hébert à Québec, fait l'acquisition d'une maison. À 39 ans, il réalise son rêve de quitter sa chambre du 38 de l'avenue McGill et de l'atelier des Carly, où il produit ses plus grandes sculptures, afin de pouvoir travailler plus librement. Il déniche pour la somme de 3 000 $ au 67 rue Sainte-Famille une maison de 3 étages, bâtiment occupé précédemment par une crèche d'enfants pour les enfants orphelins recueillis pendant la guerre par la communauté juive. Dans le texte autobiographique « Mes souvenirs », Laliberté raconte « En 1917, je m'étais acheté une maison rue Sainte-Famille. J'avais enfin un chez moi. La maison était en très mauvais état, j'en conviens, mais la transaction était des plus heureuses. De la façon dont j'avais traité avec le vendeur, j'avais agi en homme d'affaires. Le sens pratique, latent jusque-là chez moi, s'était manifesté tout à coup. Cela me donnait un certain aplomb
et je réalisais que je montais sensiblement dans l'estime de quelques amis et connaissances. La possession de cette maison, qui confirme le statut social du sculpteur, a cependant besoin d'être transformée en vue de rencontrer les objectifs que s'est fixé l'artiste entrepreneur. Je me fis construire un vaste atelier dans l'espace de terrain qui restait libre, jusqu'à la ruelle, écrit-il. Donc, c'est ce grand atelier qui fait construire qu'on voit maintenant à l'écran. Le dernier étage avait été converti en un grand studio pour mon ami Suzor Côté. D'autres pièces avaient également été transformées en atelier. Au-dessus du mien, à l'arrière de la maison, il y avait celui de Joseph-Charles Franchère. Ainsi, par cet investissement, le projet de la liberté était quadruple. D'abord se loger, puis accéder à un atelier à la hauteur de ses ambitions de sculpteur qui se consacre à l'art commémoratif. Troisièmement, ajouter de manière stable à ses revenus, mais également, comme il l'explique, créer une atmosphère, une ambiance artistique et rendre service aux artistes, étant donné la rareté des studios. Le concept de phalanstère, évoqué dans le titre, est de regrouper des bâtiments à l'usage d'une communauté qui se réunit par la libre association et par l'accord des membres partageant des intérêts communs. Un milieu dans lequel les individus vivent en harmonie alors que chacun vaque à ses occupations selon ses intérêts. Si la liberté n'a pas l'ambition et la conception utopiste du philosophe français du 19e siècle Charles Fourier, il propose par cette maison, qui regroupait des ateliers adjacents, un modèle de partage et d'échange. Il visait à réunir des personnes qui ont les mêmes intérêts et qui sont susceptibles de s'épauler dans un bon voisinage. Il est difficile de savoir exactement combien d'artistes ont tiré parti de cet environnement de partage et d'échange. Dans mes souvenirs, la liberté mentionne les artistes suivants. Dans la maison, Maurice Cullen, Holgate, Pilot, Sheriff Scott, Mademoiselle Wright-Amont, Mademoiselle de Montigny-Giguère, Félix, Andrew, MacDonald ont aussi leur atelier à différentes époques. Joris Smith et Palardy habitèrent également la maison pendant près de 16 ans. La consultation des fameux annuaires Lovell de la Ville de Montréal et les recensions faites par Evelyn Dorestan McMahon, des artistes exposant à l'Art Association et à la Royal Academy, fournit quelques précisions souvent complémentaires. La date en gras indique la première mention signalée de la présence d'un artiste au 67 rue Sainte-Famille. La constitution de ce tableau, certainement incomplet, montre que 2 générations d'artistes ont occupé les ateliers conçus par la Liberté. Dans un premier temps, en vert, il loue à des amis, des artistes de la même génération ou plus vieux que lui, artistes professionnels dont la carrière est bien engagée. On note également la présence de 2 de ses étudiantes au cours du Conseil des arts et manufactures, Louise de Montigny-Giguère et Wright-Amont. Cette première vague de locataires quitte à la fin des années 20, puis elle est remplacée par des artistes plus jeunes encore, ceux qui sont signalés en jaune, qui viennent d'horizons diversifiés et qui ont peu d'expérience en commun. Quelle est la nature des interactions entre ces artistes qui pratiquent des techniques différentes, sculpture et peinture, et des genres également divers, paysages, portraits, scènes de genre, peinture décorative? Le projet d'entraide de la liberté s'est-il réalisé? Le peintre Sheriff Scott déclarait plus tardivement, en 1965, et je cite, « La première fois que j'ai vu cette rue, j'ai été très impressionné et j'ai tout de suite pensé que ce serait un endroit merveilleux pour avoir un atelier. Je ne connaissais absolument personne, sauf Suzor Côté qui habitait l'atelier avant moi. La liberté a aidé tout le monde, tous les jeunes gens qui venaient le consulter. Il était très généreux de son temps. » Sheriff Scott continue, « À cette époque, les artistes ici ne se comportaient pas comme ceux que j'avais connus en Europe. Ils ne se visitaient pas, ne discutaient pas volontiers. C'est pourquoi c'était merveille de vivre chez la Liberté, car lui ne comptait pas son temps et se ferait toujours pour nous aider. Durant la crise, il était si compréhensif qu'il nous a laissé vivre des mois sans nous réclamer de loyer. » Hormis quelques témoignages de cet ordre, peu de sources permettent de comprendre l'interaction des artistes habitant cette maison. Suzor Côté, qui a fait quelques essais fructueux en sculpture, subit-il l'influence de la Liberté? Coïncidence ou non, on note que l'essentiel de sa production sculptée date de la période de sa résidence au 67 rue Sainte-Famille.
La Liberté constitua une collection d'œuvres de ses contemporains et de ses locataires, et ses locataires sont particulièrement bien représentés dans cet ensemble. De plus, La Liberté rendit hommage à Maurice Cullen et à Suzor Côté en réalisant leur buste. Sheriff Scott peignit pour sa part un magnifique portrait du sculpteur, autre manifestation de l'amitié qui unissait ces artistes partageant le même toit. En 1940, La Liberté écrit « Je modifiais l'intérieur de... La Liberté écrit « En 1940, je modifiais l'intérieur de ma maison en divisant en petits appartements modernes. Les artistes à qui je louais jusqu'alors avaient eux aussi subi les mauvaises années de dépression et de chômage, puis la guerre était venue. Alors, ces artistes ne pouvaient plus vendre leurs peintures et étant donné que l'esprit n'était plus le même, modifié par le progrès mécanique et l'engouement pour le sport, pour moi, c'était toujours le même cercle vicieux. Mes locataires, artistes incapables de vendre leurs œuvres, ne pouvaient payer leur loyer. De mon côté, cela me plaçait dans une bien mauvaise situation. N'étant pas payé, je ne pouvais pas effectuer, moi non plus, les paiements que j'aurais dû faire. La propriété demandait des réparations que je ne pouvais faire. Les commandes de monuments étaient chose du passé. » La liste des locataires se transforme à nouveau à partir des années 40, et hormis le couple Jean Palardy et Joris Smith, on ne retrouve plus d'artistes comme locataires au 35-31 rue Sainte-Famille. La Liberté occupe maintenant le studio jadis loué par Suzor Côté pour sa propre production peinte, qui l'occupe de plus en plus. L'artiste passe par une phase d'introspection, rédigeant ses souvenirs et des notes sur l'art et de courtes biographies de ses contemporains, les 3 manuscrits qui ont été publiés par sa nièce, Odette Legendre. L'atelier a été détruit en 1966 à la suite de la démolition de l'immeuble voisin. Donc, on voit aujourd'hui l'immeuble qui a été construit sur le site de l'Atelier de la Liberté. Et la maison que vous avez vue en tout début donc, était de ce style-ci et comportait un 3e étage. Donc, détruit en 1966 suite à la démolition de l'immeuble voisin. En fait, c'est la démolition pour construire cette tour que l'on voit ici partiellement en haut à droite de l'écran. Les travaux d'excavation ayant fragilisé la maison-atelier. En dépit des scellés posés sur le bâtiment, il fut pillé dans les jours suivants, dispersant une collection exceptionnelle qu'avait constituée la Liberté et qui était jalousement conservée par sa veuve, Jeanne Lavallée, espérant convaincre les autorités de transformer cet édifice unique en musée. Évoquant l'œuvre d'artistes qui ont travaillé pendant plus de 40 ans, évoquant donc l'œuvre de la Liberté qui avait travaillé pendant près de 40 ans, entre 17 et 53, date de son décès. Le site de l'Atelier de la Liberté, donc on le voit encore l'emplacement, le site de l'Atelier de la Liberté, qui fut longtemps un parking, a été rappelé à la mémoire des Montréalais en 1978, à l'occasion du centenaire de la naissance de la Liberté, dans une exposition rétrospective de ses œuvres à la Galerie de l'UQAM. Gilbert Boyer, alors étudiant, réalise la maquette de l'atelier. Donc, Gilbert Boyer qu'on voit ici, Raymond Lavoie, qu'on va revoir tout à l'heure. Gilbert Boyer, alors étudiant, réalise la maquette de l'atelier à partir d'observations faites sur le site qui, 13 ans après la démolition, n'avait toujours pas été construit. Il est aidé des conseils d'Odette Legendre, que l'on voit, et de Jean Palardy, un des derniers artistes à avoir loué l'atelier dans le phalanstère de la Liberté. Raymond Lavoie, en train de retoucher les plans d'atelier tels que reconstruits en 1978 à l'aide des souvenirs du sculpteur d'Elvika Allard, qui a sans doute vécu dans la Maison de la Liberté. Le projet de la Liberté d'offrir à ses collègues artistes un lieu de partage aura donc duré 23 ans, accueillant 2 générations d'artistes pour des périodes plus ou moins longues. Il se situe à la fin de ce moment particulier de l'histoire des ateliers qui, de 1880 à la Première Guerre, voit la construction d'ateliers conçus à cet usage. Pensons aux ateliers de Napoléon Bourassa, Louis-Philippe Hébert, Ozias Leduc ou Horatio Walker. Ni atelier collectif, ni communautaire, ni coopérative, ni espace partagé, il offre le modèle d'un artiste entrepreneur et qui
conjugue ses intérêts avec ceux de ses collègues et amis en vue de favoriser de meilleures conditions d'échange et de travail. Merci. Donc, de deux premiers regards qui nous ont amenés dans la première moitié du XXe siècle, nous passons avec notre collègue Jocelyne Lupien, historienne de l'art, sémioticienne visuelle, professeure associée au département d'histoire de l'art de l'UQAM, un regard qui nous amène dans les années 60 et autour de l'atelier Graff. On doit aussi à Jocelyne un mémoire de maîtrise sur l'histoire de la gravure au Québec, ainsi que nombreuses publications ici et à l'étranger portant sur l'art contemporain et la dimension polysensorielle de l'expérience esthétique. Merci. Chers collègues, c'est trop, votre PowerPoint vous attend. Merci. Je pensais qu'il y avait un podium. Merci, Dominique. Merci de m'avoir invité, Laurier, Dominique, toute l'équipe de recherche. Alors, on m'a demandé de vous parler de Graff. De Graff qui est fondé en... Graff, enfin, l'atelier Graff, qui est fondé en 1966 sous le nom initial. Il y a des gens qui connaissent très bien cette histoire. Je regarde Gilles. Fondé en 1966 sous le nom initial de l'atelier 848 pour le 848 de la rue Marianne-Est et qui va adopter le nom de Graff quelques années plus tard, en 1970, mais c'est connu historiquement comme l'atelier Graff. Hein, on l'appelle comme ça. Alors, tout va bien pour l'image. Au moment de sa création en 1966, le contexte socio-culturel est extrêmement effervescent. Ici, au Québec, comme à travers le monde, le grand leitmotiv partout semble être changer ensemble, le mot ensemble est important, changer ensemble l'ordre établi. Je vais vous énumérer quelques événements que vous avez peut-être vécu vous-même, que vous avez traversé, mais qui donnent un aperçu de ce qu'on traversait à cette époque et qui était, comme je le disais, très effervescent. Les grands rassemblements politiques et culturels partout à travers le monde. Les contestations sur les campus américains contre la guerre au Vietnam. Mai 68 à Paris, le printemps de Prague, le mouvement hippie, la liberté sexuelle, l'avènement de la pilule contraceptive, tout ça, c'est important dans l'histoire de Graff. Il va y avoir un album de gravure qui va s'intituler Pilulorum. Alors, c'est vraiment très important. C'est tout ce que j'énumère rapidement, là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Les communes, il y en aura au Québec aussi, en Estrie, dans les Bois-Francs. La drogue, évidemment, le pot, tout ce que... C'est une époque très embrumée. La montée du féminisme, très importante. Woodstock. Et au Québec, les créations collectives au théâtre et en musique. C'est sûr qu'au théâtre, le premier nom qui nous vient, c'est le Grand Cirque Ordinaire, hein, avec tes potes Annie Jeanne d'Arc et l'Hostie de Show au niveau des spectacles et de la musique, pour ne mentionner que ces deux-là. Les contestations étudiantes à l'École des Beaux-Arts, en fait, ce qui est contesté, c'est l'enseignement académique, bien sûr, à l'École des Beaux-Arts de Montréal, en 1968. Les manifestes, les actions directes et happenings, on pense évidemment à Serge Lemoine, à l'opération Déclic aussi. Vous allez voir que dans les ateliers Graff, vont s'imprimer les affiches, va s'imprimer l'affiche annonçant l'opération Déclic. Le joual en littérature et au théâtre, on pense à Roch Carrier, évidemment, à Michel Tremblay. Michel Tremblay va même, avec un des artistes de Graff, Michel Leclerc, faire un album, on appelait ça les albums de gravure, parce que souvent un auteur et un graveur s'associaient pour un même projet, dans un même projet. La fondation du Parti québécois, évidemment le rejet de l'emprise de l'Église et de la religion catholique, c'est majeur. Manifestation McGill français, je ne sais pas si certains ont vécu ça, moi je me souviens que j'étais au secondaire. On était jeunes, on était trop jeunes, je ne savais pas trop ce qu'on faisait, mais on savait que c'était pour la langue française. Et donc, on marchait lors de la manifestation McGill français. Je ne me souviens plus exactement en quelle année ça s'est tenu, ça serait à vérifier. La création de l'UQAM. Et écoutez, on pourrait continuer à énumérer des événements comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de l'esprit, du contexte socioculturel qui régnait à l'époque. C'était extrêmement riche et Graff apparaît en 1966 dans ce contexte. Ce que vous voyez à l'avant, c'est une image, peut-être pas de 66, là,
à gauche, mais une image qui illustre bien l'esprit de Pierre Ayotte, fondateur de Graphe, et des graveurs qui vont, à coût de la faramineuse somme de 25 $ par mois, je crois, avec une clé pour y entrer jour et nuit. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique importante de Graphe. En 1966, les artistes pouvaient aller y travailler jour et nuit. Ils avaient l'atelier à leur disposition. Mais c'est par contre l'emplacement originel au 848 de la rue Rachel, au coin de la petite ruelle Saint-Christophe, avec les grandes lettres, les grosses lettres de Graphe, qu'on va retrouver dans plusieurs photos du groupe. Ici, un petit peu plus sombre, mais les mêmes grosses lettres Graphe, avec quelques artistes dont les noms sont énumérés ici, autour de Pierre Ayotte, qu'on voit ici. Tout le monde était très barbu à l'époque, hein? Barbu et chapeau, comment on pourrait dire, non, avec des chapeaux aviateurs. Et donc, déjà l'image dit un peu l'atmosphère qui régnait chez Graphe. Mais je vais insister sur les deux forces majeures qui mènent Graphe à cette époque, mais qui, en fait, se trouvent au cœur du Québec des années 60, de la fin des années 60. La force du groupe et la force de la contre-culture. La force du groupe, parce que à cette époque, cette croyance qu'ensemble, on va faire plus et mieux que seul. Ça semble simple comme proposition, mais ça va faire en sorte que des ateliers collectifs, des mouvements comme ceux qu'on vient d'énumérer, là, vont voir le jour. Hein? Et surtout pour des graveurs qui vont partager un équipement qui est lourd, vraiment lourd, au sens littéral du terme, mais aussi très lourd financièrement à acquérir. Et ce sera le cas chez Graphe. Donc, le bonheur, la croyance qu'ensemble, on va faire plus et mieux, mais aussi simplement le bonheur d'être ensemble. De créer ensemble, d'échanger, de manger, les soupers de Graphe le vendredi soir, c'était important, chaque semaine, très arrosé, bien sûr, mais l'idée de la cohésion d'un groupe d'artistes ensemble artistes qui ne vont pas uniquement venir à l'atelier et réaliser leur propre gravure, estampes, donc litho, eau-forte, sérigraphie, linogravure, mais qui vont aussi vouloir vivre ensemble au quotidien, voyager ensemble, aller en autobus, tout le monde, à New York, voir les hyper-réalistes, faire la tournée des galeries. Alors, tout ça, c'était très important. La force du groupe, la force de la contre-culture, c'est qu'en art visuel, surtout, le pop art va cristalliser une force au niveau de son iconographie parce qu'elle va refléter, elle va se trouver ancrée dans la vie des Québécois et des Québécoises. Et donc, les graveurs de Graphe vont produire, les graveurs en général, mais ceux de Graphe vont donc produire des multiples et diffuser plus largement, à prix plus modeste, plus accessible, des œuvres, et notamment chez Graphe lors des encans de gravure annuels, hein, donc à chaque année. Oui, démocratisation de l'art, mais chez Graphe, il n'y a pas tellement de discours. On ne discourt pas. Pierre Ayotte n'est pas un homme de discours, celui qui fonde Graphe. C'est un homme d'action. Ça ne veut pas dire que le discours et l'action ne vont pas ensemble, mais dans son cas, ça s'incarne. Ça s'incarne dans la production de gravure. Alors, une image à gauche, en fait, deux images de l'atelier du 848 rue Marianne, avec, ici, on voit Pierre Ayotte. Je ne sais pas si mon pointeur, oui. Mon pointeur, si je le fais bouger. Et différents artistes. On voit ici Serge Tousignan, à l'époque encore très afro-chevelu. Différents artistes. Michel Leclerc au travail ici. Et puis, à droite, vous voyez, alors je ne sais pas si vous pouvez voir très bien. Ah, c'est curieux, mon image. C'est la suivante qui est à droite, excusez-moi. Si je clique dessus, non. Si je fais comme ça, oui. Alors voici, je vous parlais de l'impression de l'affiche pour l'opération Déclic,
Hein, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu passer ça dans vos notes en histoire de l'art ou d'avoir vécu ça. Je regarde toujours Gilles, là, ou Laurier, ou Michel, ou Gilles Nielsen. L'opération Déclic, ça fut très, très important. Plusieurs événements impliquant plusieurs artistes. Je n'ai pas le temps de décrire ça ici, mais qui reflétait beaucoup, encore une fois, l'esprit de l'époque. C'est pas ça que je voulais. Hein? Et Gilles Boisvert va imprimer cette affiche chez Graff. Oui, je continue. Les artistes chez Graff, évidemment, vivent ensemble, comme je l'ai mentionné. Les caisses de bière sont là. Je vous les montre, pas nécessairement pour la question de l'alcool et de l'importance du caractère, disons, léger en apparence de ce lieu de création, mais parce que ça aura une incidence, bien sûr, dans l'œuvre de certains. Je pense à l'œuvre, évidemment, de Pierre Ayotte, les fameuses caisses de bière qui reflètent, évidemment, la culture québécoise, qui est une icône pop par excellence. Cette icône va se retrouver dans l'œuvre de Pierre Ayotte. Et loin de moi l'idée de dire que tous les artistes de Graff, tous les graveurs partageaient la même iconographie. Mais il y avait tout de même une iconographie pop qui traversait la plupart des productions. Donc, tu sais, je pense à des graveurs comme Anna-Laure Storm. Sa production ne reflète pas du tout l'imagerie pop. Mais disons que la majorité des artistes de Graff sont identifiés sous cette bannière. On voit donc une œuvre aussi de Pierre Ayotte à droite, « Encore laissé brûler mes tonses » de 69, un petit peu plus tardive, où cette iconographie-là se vérifie. Alors, je vous montre rapidement les dernières images, parce que je vois Dominique qui s'approche. J'avais évidemment beaucoup plus de matériel. Je disais que les graveurs de Graff ont initié beaucoup de projets collectifs. Paxac en est un. Je n'ai pas le temps de vous décrire, mais chaque personnage, chaque artiste impliqué dans ce Paxac qu'on déballait et dont on faisait un happening dans chaque endroit différent où c'était déballé, travaillait chez Graff. Le Graff Dinner, un livre de recettes, réellement, mais disons, écoutez, il y a certaines recettes comme le gâteau béton, n'était pas réaliste tellement, on ne fait pas, mais c'était une recette vraiment de Pierre Ayotte. Les hot dogs du Forum de Lemoine et d'autres événements comme des bals masqués, le Mardi Graff. Et pour terminer, je vous laisse sur cette image des années 80-90 de Carlos Calado, qui était l'imprimeur-chef en litho. Et je termine, je ne sais pas trop comment enlever ça, Dominique, là, pour passer au prochain conférencier, mais en vous disant que Graff a vécu 50 années. C'est quand même incroyable. Hein? 50 ans, c'est fou, hein? C'est merveilleux. Et en 1976, elle ferme ses portes et de jeunes graveurs de chez Graff vont fonder l'imprimerie dans Oma. Et c'est pas sous le nom de Graff, évidemment, puisque c'est un autre atelier, un nouvel atelier, mais l'esprit a perduré, c'est continué. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. Et donc, nous accueillons maintenant, pour poursuivre ce regard dans l'actualité de ces initiatives, Manon Tourigny, qui travaille du Centre Clark. Bienvenue, Manon. Qui travaille au Centre Clark depuis janvier 2011 et qui est également président du réseau des centres d'artistes autogérés du Québec, qui a également une pratique de commissaire et a réalisé de nombreux textes pour les revues spécialisées en art, en cinéma, pour les centres d'artistes et les musées. Bienvenue. Alors, je vais peut-être être la seule qui n'a pas de PowerPoint aujourd'hui. Je refuse. Je préfère vous parler et puis énoncer un peu ce que j'ai à vous dire, mais je trouve intéressant de suivre Jocelyne sur Graff parce que je pense que l'idée de la force du groupe, comme tu évoquais tantôt, c'est quelque chose qui est une caractéristique importante des collectifs d'artistes et de tous les centres d'artistes autogérés aussi qui ont commencé avec Graff dans les années 60. Il y en a eu plusieurs,
Mais disons qu'il y a eu une mouvance aussi d'avoir envie de se regrouper autour de problématiques particulières. Donc, par exemple, d'avoir un atelier comme c'est le cas dans le cas du Centre Clark. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est en fait de revenir sur l'histoire de Clark avec quelques dates importantes de son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais parler de la genèse des centres d'artistes avec une citation de Michel Huard qui indiquait que dans les années 80, il y a plusieurs collectifs d'artistes qui s'organisent afin de répondre à des besoins spécifiques. Les artistes souhaitent partager, administrer, organiser la production, les expositions, la distribution de leur travail. Ils sont intéressés à une production contemporaine et expérimentale, à encourager les jeunes à donner à cette production une voix politique, à établir des échanges et des collaborations, à encourager la critique ainsi qu'à promouvoir la production locale, nationale et internationale. L'histoire du Centre Clark est à positionner dans cette mouvance et dans une volonté d'inscrire son développement à l'intérieur d'une prise en charge commune de l'expression et de la diffusion d'œuvres artistiques. Dans les années 80, les jeunes artistes ne peuvent pas vraiment espérer une présentation de leurs œuvres dans les musées ou galeries commerciales. De plus, le réseau des centres d'artistes autogérés n'en est qu'à ses débuts, avec à peu près moins de 10 centres d'artistes qui sont établis déjà, alors qu'aujourd'hui, on en compte 65 partout à travers le Québec. En 85, 11 jeunes artistes finissant en arts plastiques de l'UQAM se regroupent dans une ancienne manufacture textile située au 2e étage du 1591 Clark, d'où le Centre Clark. Le collectif unit ses forces afin d'accéder à des ateliers à prix modique. Aussi, afin d'exprimer leur besoin d'être vus, ils transforment leurs ateliers en lieux d'exposition improvisés et provisoires, le musée temporaire et le premier événement public du collectif. L'année suivante, le collectif récidive avec l'exposition Dem, qui présente 24 jeunes artistes. L'objectif de cet événement est d'ouvrir les portes de leurs aires de travail au public pour ainsi présenter autant les travaux qui y sont créés que l'espace dans lequel se fait la création. Ensuite, dans les années 87-88, le collectif consolide ses objectifs, soit d'améliorer les conditions de production des artistes et promouvoir la diffusion de leurs œuvres, ce qui mène à la constitution du Centre d'art et de diffusion Clark en décembre 1988. En devenant un organisme à but non lucratif, les membres du collectif organisent sur une base plus officielle des activités de diffusion en proposant de nombreuses expositions annuellement. Toujours à l'écoute de ses membres et de la communauté d'artistes qui fréquentent Clark, le Centre s'est mis à rêver de mettre en place un atelier de menuiserie. Donc, cette idée-là germe en 1994. Il y a même une pétition, je pense que c'était à la mode beaucoup dans les années 90 de faire des pétitions. Là, j'en ai un exemple ici, là. La fameuse avec des signatures, ce qui est assez drôle. Pour tâter le terrain, en fait, pour savoir si c'est une initiative qui serait intéressante pour les artistes. Il y a à peu près une 60aine d'artistes qui ont répondu oui, ça serait intéressant d'avoir un atelier de menuiserie. Les membres, par cette initiative-là, souhaitent élargir leur champ d'activité auprès de la communauté artistique montréalaise. Dans un document d'archives de janvier 1996, j'ai pu lire que le défi d'un tel espace de production est avant tout d'aider les artistes à réaliser leurs œuvres, et cela malgré toutes les contraintes matérielles et financières auxquelles ils ont à faire face et qui sont souvent passées sous silence. C'est l'existence même de l'œuvre qui est ici mise en cause. La qualité de sa réalisation, la précision de sa conception, le potentiel de la matière à explorer. Tous ces aspects de la création artistique dépendent d'un outillage et d'un support technique souvent peu accessible. Surtout quand on sort de l'université, après, on est un peu laissé à nous-mêmes. Donc, l'intérêt d'installer un tel atelier au Centre Clark est la proximité des ateliers individuels de production favorisant l'échange au cœur de l'activité artistique, la proximité du lieu de diffusion qui est la galerie, et surtout la possibilité de bénéficier de conseils et de support technique d'un personnel qui sera constitué d'artistes.
Fin de la citation. Donc, après plusieurs mois d'efforts, notamment avec 1500 heures de bénévolat des membres pour transformer et aménager les lieux, en plus d'une recherche de financement intensive, c'est en mars 1998 qu'on ouvre officiellement l'atelier Clark, le seul du genre à Montréal qui s'adresse spécifiquement aux artistes dans le travail du bois. La suite de l'histoire de Clark doit être vue sous la lorgnette de la gentrification des quartiers qu'il a occupés et qu'il occupe actuellement. Dès le début des années 2000, le centre fait face à une éviction. Un comité est formé dans l'urgence et doit relever le défi de trouver un lieu pouvant accueillir à la fois les ateliers d'artistes des membres de Clark, l'atelier de menuiserie et la galerie. Cette perle se trouve dans un bâtiment qui se consacrait encore à cette époque à l'industrie textile. Situé dans le Myland, le quartier était alors peu fréquentable, ce qui a rassuré les membres de Clark qui venaient de vivre un moment difficile. Pour l'anecdote, Mathieu Beauséjour et Yann Giguère ont poussé un soupir de soulagement en se disant « Wow, on va avoir la paix ici ». L'atelier de menuiserie et les ateliers des membres sont aménagés au 6e étage du 54-55 de Gaspé, alors que la galerie occupe les locaux d'un ancien restaurant avec un accès direct sur la rue. Au fil des ans, plusieurs artistes se sont installés dans le même édifice, mais aussi ont investi d'autres bâtiments dans le quartier, faisant du Myland le quartier ayant la plus haute densité de créateurs, selon une étude de Hill Strategy. 10 ans plus tard, en 2011, le centre vit à nouveau l'incertitude d'être évincé alors que le bâtiment de la rue de Gaspé est vendu à un groupe torontois, Allied Properties REIT, qui se vante d'être le plus grand propriétaire, gestionnaire et promoteur d'espaces à bureaux urbains. Il y a des négociations entre Pied Carré, qui était à ce moment-là un regroupement d'artistes qui voulaient sécuriser les ateliers dans le quartier. Le propriétaire, la ville, le gouvernement vont mener à la sécurisation d'espaces locatifs consacrés à la diffusion de l'heure actuelle au rez-de-chaussée du bâtiment, de même que l'aménagement et le regroupement de 4 étages destinés à des ateliers d'artistes. Dans cette nouvelle configuration, Clark doit se départir des ateliers d'artistes et déménager l'atelier de menuiserie au rez-de-chaussée du 54-45 de Gaspé. Donc, le bâtiment, en fait, les deux adresses se rejoignent, même de l'intérieur. Les membres qui avaient un atelier individuel vont se regrouper, louer directement avec l'organisme Pied Carré qui s'occupe des espaces locatifs. À la fin des travaux, l'atelier Clark bénéficie d'un nouvel espace de production, plus grand, ouvert et sécuritaire. Il peut ainsi poursuivre son mandat en soutenant autant le travail des artistes qui viennent exposer à la galerie que la communauté élargie des artistes qui fréquentent l'atelier dans la réalisation de leurs œuvres. L'atelier Clark est aussi devenu une ressource essentielle pour les institutions muséales, les centres d'exposition et les centres d'artistes autogérés qui font produire leur mobilier d'exposition. Pour conclure, même si l'atelier Clark s'est éloigné physiquement des ateliers de création des membres du centre, il est toujours resté près des artistes. Je dirais même que son emplacement actuel dans le même bâtiment que les ateliers d'artistes et sur le même étage que les 9 centres d'artistes qui forment le pôle de diffusion de Gaspé lui a permis de se développer et d'affirmer son rôle essentiel dans le milieu de l'art actuel. Et c'est comme ça depuis 20 ans et j'espère que ça va continuer pour les prochaines années, qu'on reste dans le Myland ou pas. Donc voilà.